Je m'appelle Tarek Zoubdi, je suis architecte dans le privé au Maroc. J'exerce à mon titre depuis 2008. J'ai étudié à l'École nationale d'architecture de Rabat. Je suis sorti diplômé en 2006. J'ai eu l'occasion de côtoyer quelques grands cabinets au Maroc pour les 2 premières années pour apprendre d'eux et essayer de se projeter, parce que l'objectif principal pour moi, c'était d'ouvrir ma propre agence pour attaquer des projets qui me tiennent à cœur. Et avec un bref passage à l'école de cinéma de Marrakech, les SAV, vu que je m'intéresse aussi beaucoup au cinéma. Alors depuis qu'on a commencé, on a travaillé sur différents projets, mais notamment des projets d'éducation. Donc on a commencé par des écoles qu'on a fait pour le secteur public, et par la suite on en a fait quelques-uns pour le groupe OCP qui nous ont permis d'ailleurs d'attirer un peu plus l'attention et de briller, ne serait-ce que brièvement, pour nous permettre d'en avoir d'autres, ainsi de suite. Et depuis quelques années, on essaie d'élargir ce qu'on fait à d'autres domaines. On essaye de nous diversifier pour échapper à cette étiquette d'architecte d'éducation. Donc oui, on commence à faire du logement social, à faire de l'hôtelier et à faire des bureaux, des choses comme ça. Donc on essaie un peu d'attaquer différents sujets pour nous amuser, pour ne pas trop nous ennuyer, pour ne pas être dans le répétitif aussi, pour qu'on soit épanoui et qu'on soit les plus créatifs possibles. Pour commencer, le fait d'avoir mis en place cette belle initiative qui est Young Moroccan Architecture Awards, c'était quelque chose qu'on attendait depuis très très longtemps, parce qu'il fallait quand même mettre en place quelque chose qui valorise le travail des architectes marocains, notamment les plus jeunes. Donc oui, quand on a vu quand ça a été lancé, on n'a pas hésité pour participer, pour pouvoir mettre notre travail à l'honneur et ouvrir la discussion au sujet de l'architecture au Maroc. Et du coup, quand il y a eu effectivement quand le jury a choisi nos projets parmi les lauréats, c'était une belle fierté, et on a été touché par cette reconnaissance qui nous permettait de nous projeter et de savoir qu'on était sur la bonne lancée et dans la bonne direction, notamment avec la qualité du jury qu'il y avait. Alors, comment les prix se sont déroulés? On a déposé nos projets quand il y a eu l'appel à candidature, et par la suite, il y a eu une soirée pour annoncer les nominés. Donc, on savait déjà qu'on était nominés sur plusieurs catégories. Donc, par la suite, on a été invités pour participer au dîner de gala, et on apprenait séance tenante les résultats dans chaque catégorie, comme ce qui se passe pour les grandes cérémonies comme les Césars ou les Oscars et tout. Et du coup, c'était il y avait un suspense en place, et on apprenait les noms et on voyait les réactions des uns et des autres, et c'était très plaisant de voir. Donc nous, on considérait que le fait d'être nominé dans plusieurs catégories, c'était déjà une belle récompense et un bel accomplissement. Et quand on a vu effectivement qu'on a été primé sur les 2 catégories, notamment celle qui nous tenait vraiment à cœur, qui est le prix spécial Zevaco, on était très 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 contents au vu de l'attachement qu'on a pour la tradition de l'architecture qui met en valeur le béton brut, ainsi de suite. Donc on était vraiment satisfait de ce bel accomplissement, et du coup oui, on a appris ça avec beaucoup de joie et de gratitude. Ça nous permet à chaque fois d'asseoir une certaine crédibilité, surtout quand on est très jeune. Il faut savoir que
ce qui est compréhensible, c'est que les clients font plus confiance à l'expérience, notamment quand elle est visible sur nos visages, j'ai envie de dire. Donc oui, quand on a l'air jeune et tout, il va falloir trouver un autre moyen de mettre en confiance les clients et tout. Et ce genre de récompense, que ça soit celui-ci ou d'autres, ça nous a permis, comme j'ai dit, d'asseoir une crédibilité et d'avoir l'oreille des maîtres d'ouvrage les plus importants du pays. Donc oui, ça a forcément eu une incidence importante pour qu'on nous prenne au sérieux et qu'on fasse confiance à ce qu'on est capable de produire. Alors, j'élargirai peut-être le conseil que je peux adresser à tous les jeunes. Étant moi-même enseignant, je sais que voilà, c'est quelque chose c'est un métier qui peut provoquer plein d'appréhension chez les jeunes. Donc, je dirais qu'il faut surtout pas se tromper dans la raison pour laquelle on choisit ce métier. Donc, et il faut le faire principalement par passion et pas forcément pour d'autres raisons, que ce soit des ambitions financières ou autres. Et il y a d'autres métiers où on peut gagner sa vie beaucoup plus simplement. Le métier qu'on choisit, et il faut forcément qu'on l'aime pour qu'on puisse produire de belles choses et réussir à construire un cadre où vit la société de manière un peu plus épanouie au jour le jour. Donc, j'insisterai sur la nécessité de choisir cette vocation par passion et de fournir beaucoup d'efforts aussi parce que c'est quelque chose qui demande de l'effort et de ne pas être pressé aussi. Et là, dans ce cas de figure, je parle de ma propre expérience. Il faut du temps pour faire ses preuves. Il faut réaliser des choses pour qu'on nous fasse confiance, ainsi de suite. Donc, c'est quelque chose qui demande de l'effort et de la patience. Et on ne peut y arriver que avec beaucoup de passion et de dévouement pour ce très beau métier. En un seul mot, c'est très difficile, mais je dirais prometteuse. Vu le nombre de jeunes qui arrivent avec beaucoup de talent et beaucoup de motivation, je dirais prometteuse. C'est un sujet très très large. La pratique de l'architecture au Maroc, quoi qu'elle soit porteuse de beaucoup de belles choses, mais il y a encore du boulot à faire pour améliorer les conditions dans lesquelles on peut produire des projets de meilleure qualité. Je dirais commencer par reconnaître l'effort parce que on peut être tenté dans quelques cas de minimiser la valeur de la prestation intellectuelle de manière générale, encore plus quand il s'agit d'architecture. Les maîtres d'ouvrage, quelques-uns en tout cas, ne sont pas forcément sensibles à l'effort que ça peut représenter que de travailler et de mettre de ses tripes beaucoup d'efforts pour faire aboutir des idées et avoir des projets de qualité. Donc oui, je dirais reconnaître l'effort et aussi, je dirais, mettre en place un certain nombre de conditions de travail qui favorisent la qualité moins que la quantité, notamment le rapport au temps. Ne pas forcément être dans la vitesse, ainsi de suite. Je dirais aussi des conditions qui peuvent être beaucoup plus sereines au vu de ce qui peut se passer par rapport à des schémas procéduriers très bureaucratiques qui épuisent les efforts des uns et des autres sur des sujets qui sont pas forcément les plus importants. Passer beaucoup de temps le nez dans la paperasse alors qu'on peut consacrer ce temps-là à améliorer nos projets et ainsi de suite. Plein d'autres choses. Pour revenir un peu au sujet qui nous réunit aujourd'hui, mettre en place un écosystème qui reconnaît et qui valorise la qualité à travers
les trophées que vous avez mis en place, à travers d'autres choses, ainsi de suite. Reconnaître l'effort, ne serait-ce que en prévoyant des récompenses pour tel ou tel concours, tel ou tel. C'est des choses qui existent, mais qui sont pas forcément généraux et qui sont pas propres à tous les maîtres d'ouvrage. Donc, je pense les efforts qui sont déjà faits, trouver le moyen de les élargir au plus. Et je dirais en dernier aussi nourrir une culture artistique et architecturale beaucoup plus large et l'orienter vers le grand public pour qu'on soit pas forcément dans un entre-soi où notre langage ne résonne que entre nous et que ça touche beaucoup plus de personnes, beaucoup plus de comme ce qui se passe sous d'autres cieux, j'ai envie de dire. J'en parle très très souvent. Un souvenir très très émouvant, c'est arrivé en 2010. À 8 heures du matin, j'étais au pavillon de Barcelone, pieds nus, assis à côté du bassin, là où il y a la petite statuette. Et j'ai été submergé par une émotion très très forte, quelque chose que j'ai jamais vécu face à un bâtiment, tellement j'arrivais pas à concevoir comment un siècle auparavant quelqu'un a réussi à dessiner un chef-d'œuvre pareil qui continue jusqu'à aujourd'hui à être à échapper à l'emprise du temps et à être tellement d'actualité dans l'expression, la simplicité, toute la beauté extrême qui en ressort. Donc oui, je dirais que c'était le souvenir le plus fort. Donc je dirais le pavillon de Barcelone de Mies van der Rohe. Au Maroc, je suis très sensible de manière générale à l'architecture en terre et aussi à d'autres bâtiments en pierre et aussi le béton brut. Donc je dirais que c'est la matérialité de plusieurs projets qui résonnent au moins et qui peut créer un rapport assez tactile et une proximité avec telle ou telle œuvre. Heureusement que l'architecture a fini par se détacher de ce carcan limité de mettre dans des cases les expressions des uns et des autres. Donc je serais favorable à une expression beaucoup plus libre mais contextuelle. Du coup, si je dois choisir, je dirais une architecture qui respecte son contexte et qui s'insère de manière beaucoup plus harmonieuse avec ce qui l'entoure. Voilà, donc je dirais quelque chose une expression contextuelle. Ouais. Je suis tenté de dire Peter Zumthor parce que justement ça rejoint ce que je viens de dire au sujet du rapport au contexte et sa capacité à proposer des œuvres architecturales qui, en les voyant, on a l'impression que ça a toujours été là et que ça vient d'être fait et que voilà, c'est l'intemporalité de ce qu'il propose, dans la matérialité aussi, comment ce qu'il propose se marie parfaitement avec là où c'est construit, ainsi de suite. Donc Peter Zumthor, sans hésitation. C'est un moment où je pourrais facilement appréhender parce que je pourrais être facilement ému parce que c'est quelqu'un pour lequel j'avais beaucoup d'affection. Un grand homme qui a donné énormément à l'architecture, ne serait-ce que dans le défi qui était le sien de décider de créer un média dédié à l'architecture dans un pays où, je viens de le dire tout à l'heure, la quasi absolue totalité de la population n'est pas du tout sensible à ce que pourrait être l'architecture. Donc quelqu'un qui n'avait pas peur d'attaquer de grands chantiers, de réaliser des choses, peu importe le contexte et tout. Un grand militant
qui parlait toujours avec beaucoup de fougue, des choses qui lui tiennent à cœur, qui était fidèle à ses valeurs. À titre personnel, j'ai toujours été admiratif et j'ai toujours eu beaucoup d'affection pour sa personne. Comme fidèle à son habitude, il nous a appuyés, il nous a soutenus et il nous a conseillés dans le bon sens. Et je garderai en tête le personnage souriant qu'il était et la générosité qui le caractérisait. Un grand monsieur qu'on va forcément regretter. Je sais pas, je partagerai quelque chose que je partage souvent avec mes étudiants parce que pendant longtemps, j'ai jamais été convaincu des définitions d'architecture que je trouvais dans les livres et j'ai mis du temps à développer ma propre définition. Donc, je dirais, voilà, je partagerai ça en dernier. Je dirais que l'architecture, c'est la traduction spatiale poétique des aspirations humaines à une vie meilleure. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut jamais perdre de vue. On garde ça en tête à chaque fois qu'on dessine des choses, parce que voilà, il faut pas se perdre d'objectif. Il faut pas forcément essayer de faire joli ou satisfaire tel ou tel besoin, en oubliant que l'objectif principal, c'est de rendre la vie meilleure aux gens.